Bienvenue à cette nouvelle conférence de la chaîne Amour Unité. Voir sous les apparences est une libération, car cela donne accès aux causes, donc aux réponses efficaces, et cela permet aussi de percevoir le sens à la source. Souvent, nous en restons à une vision formelle. Cela n'éclaire guère, ne fait guère avancer. Il est nécessaire de remonter à l'essence. Voyons cela. Une existence est l'expression d'une essence. Pour les humains, comme pour toute forme de vie, les animaux, les végétaux, par exemple, une conscience s'exprime dans une personne qui a l'existence matérielle. Elle n'avance pas comme une vérité absolue. Voyons ça d'un point de vue scientifique, c'est une hypothèse. Et vous pourrez voir si elle fait écho chez vous, si elle vous paraît cohérente, si elle s'accorde avec d'autres choses que vous avez pu connaître ou que vous pouvez rencontrer. C'est une conscience qui crée une manifestation. Nous sommes une conscience qu'on peut appeler le soi, l'être profond, l'âme, qui s'exprime à travers une personnalité. En conséquence, nous faisons partie de deux règnes. Le quatrième règne de la nature et le cinquième. L'être humain, la personnalité humaine est du quatrième règne. Les minéraux sont le premier règne, les végétaux le deuxième, les animaux le troisième et le règne humain le quatrième. Un règne, c'est une classe de conscience. Comme les enfants qui montent de classe progressivement avec leur croissance, un règne de la nature, c'est une classe de conscience, avant d'être une forme. On l'identifie souvent par des formes au niveau matériel, mais en préalable, c'est une étape d'évolution. Le règne minéral apprend beaucoup la structure, l'ordre. On sait que les cristaux arrivent à être transparents. Il y a dans le musée de la minéralogie à Paris des énormes blocs de quartz qui arrivent à être transparents à la lumière. C'est une grande évolution de ce règne-là, qui est bien relié au septième rayon de la science des sept rayons d'Alice Bellet, rayon d'ordre et de structure. Le règne végétal, après, bien relié au rayon 6, apprend la sensibilité. Les végétaux sont très sensibles à la température, à l'humidité, aux insectes, et même on a montré qu'ils étaient sensibles à l'inclinaison du sol. Ils ont tendance à se redresser, quelle que soit l'inclinaison du sol. Voilà, tout un apprentissage de la sensibilité. Le règne animal, après, bien relié au rayon 5 de la science des 7 rayons, apprend beaucoup l'adaptation. C'est l'embryon du mental que représente l'instinct. Il commence à développer ce niveau mental de relation au monde et beaucoup par l'adaptation. Le règne animal s'adapte dans toutes les régions terrestres, sur terre, sous terre, dans l'eau, dans l'air. On en découvre dans les profondeurs des océans, etc. Et le règne humain, lui, bien relié au quatrième rayon, d'harmonie par le conflit, apprend la conscience de soi. C'est son grand apprentissage. C'est déjà se reconnaître dans un miroir. C'est un point, mais ça va beaucoup plus loin. C'est se définir dans nos goûts, dans nos pensées, dans nos émotions. Ce sont mes propres sentiments et pas ceux de mon milieu, c'est pas ceux pour lesquels je suis formé, conditionné par la publicité, par la culture, etc. Ce sont bien mes propres sentiments, ce sont bien mes propres pensées. Voilà, tout ce travail de développement de la conscience de soi qui nous amène à dire « je suis ». Moi, voilà qui je suis, voilà ce que je pense, voilà ce que je ressens, c'est moi. C'est l'étape de l'être humain au niveau du quatrième règne. Et donc, on développe beaucoup le mental, et notre enjeu en tant qu'être humain,
quelle utilisation nous allons donner à notre esprit, et on sait qu'elle peut être très positive et aussi très difficile et amener beaucoup de désastres. C'est notre enjeu de maîtriser de plus en plus cette puissance mentale que nous avons et que représente ce plan-là. Et au-delà, nous faisons également partie, potentiellement en tout cas, du 5e règne, qui est le règne de nos essences, le règne de nos âmes, notre intériorité en profondeur, qui est bien différent de notre personnalité. Notre personnalité a des désirs, elle vit de désirs, elle évolue par le désir. Le 5e règne, lui, de son côté, a des aspirations beaucoup plus subtiles, beaucoup plus délicates. Il cherche à développer des qualités, il cherche à développer l'amour, le sens de la justice, le sens du partage, etc. Et fondamentalement, ce 5e règne est conscience collective. Au-delà de notre personnalité, nous sommes cette âme qui est unique, qui est une et qui nous relie tous. C'est là ce grand caractère de ce 5e règne, qu'être conscience d'unité, qu'être unité, conscience collective. Ces deux parties en nous-mêmes se représentent bien par le symbole de la stalagmite, relié à la personnalité, de la stalactite, relié à notre être intérieur, être profond, deux parties en nous-mêmes, bien distinctes, et pendant tout un temps, on s'identifie à la stalagmite et on croit grandir par nous-mêmes, jusqu'au jour où on découvre au-dessus de nous cette stalactite qui goûte et qui dépose ainsi des minéraux qui nous permettent en tant que stalagmite de grandir, qui nous fait grandir petit à petit par son action, par ses propositions d'expérience, ses inspirations, etc. Ces deux parties en nous-mêmes qui sont en sens inverse. L'amour inconditionnel du 5e règne s'exprime au niveau du 4e règne en attachement, en affection, qui est beaucoup plus personnel, qui peut amener de la jalousie, de la possessivité. On est inversé par rapport à cet amour fraternel, inconditionnel du 5e règne, beaucoup plus tourné vers le haut, beaucoup plus ouvert sur l'unité de tous les êtres. Et de même, le sens du bien commun que l'on a dans le 5e règne, au niveau du 4e règne, on est beaucoup plus dans un intérêt personnel. On est beaucoup plus dans, voilà ce qui me sert, voilà ce qui me fait du bien, répond à mes désirs. On est dans deux directions, deux états d'esprit bien différents, et c'est notre travail progressivement de les relier, de les mettre en harmonie à travers ce 4e rayon d'harmonie par le conflit. On va progressivement harmoniser ces deux parties en nous et grandir de plus en plus jusqu'à ce qu'à un moment, la stalagmite et la stalactite se rejoignent et forment une colonne, comme dans la réalité des grottes. Blaise Pascal disait déjà au XVIIe siècle qu'il veut faire l'ange fait la bête. On ne peut pas être seulement cette partie idéale, merveilleuse en nous, qui est notre être profond, mais on doit aussi tenir compte de la personnalité. C'est l'harmonie des deux qui est notre richesse et qui est notre chemin d'évolution. Dans le grand but d'unir l'esprit et la matière, c'est-à-dire ce qui vibre le plus haut, le plus fort, et ce qui vibre le plus bas, le plus dense, la conscience est un intermédiaire. Notre âme est intermédiaire entre les deux. Elle est appelée par l'esprit à spiritualiser la matière, à emplir d'essence ce monde matériel. L'âme est appelée à réunir un jour l'esprit et la matière, c'est le grand mouvement de la vie.
Et la conscience, l'âme, fonction de l'esprit, connaît le plan subtil, mais pas le plan matériel, et elle crée à son tour un prolongement pour agir dans la matière, la forme, la personnalité. Pour pouvoir transformer la matière progressivement, la révéler dans sa lumière, la spiritualiser, l'âme fait appel à une personnalité, à une forme qu'elle éduque, qu'elle forme progressivement pour lui permettre de plus en plus d'être active dans la matière sur Terre. De même que notre personnalité elle-même s'est créée un avatar, s'est créé un pseudo pour lui permettre d'agir dans d'autres mondes. Nous sommes un prolongement de l'âme qui lui permet d'agir sur Terre dans le concret. Et progressivement, l'âme apprend donc à travers la personnalité à agir dans la matière. Elle l'amène à expérimenter, à progresser par des propositions, par des essais-erreurs. Progressivement, nous nous formons, nous ouvrons plus à ce monde de lumière et nous sommes de plus en plus aptes à agir dans le monde et à le transformer. Fondamentalement, nous sommes un être du 5e règne et nous sommes descendus dans la matière pour la spiritualiser, pour la remonter avec nous, pour finalement remplir ce rôle de l'être profond qui est d'unir l'esprit et la matière, de marier ces deux pôles de la vie. En descendant dans la matière, nous nous aveuglons, bien sûr, nous couvrons de matière, nous couvrons de voiles physiques, de voiles émotionnels, de voiles intellectuels, qui nous aveuglent et qui nous font perdre cette conscience d'être subtil que nous sommes fondamentalement, et nous avons progressivement à la retrouver. Nous en tenons une couche, comme on peut dire, selon l'expression. Ces différents voiles nous donnent une vision déformée de la réalité. Nous sommes dans un monde d'apparence par rapport à la réalité profonde du monde, des énergies qui sont en œuvre à travers elle. Nous percevons le monde à travers ces couches physiques, émotionnelles, intellectuelles, à travers l'image déformée qu'elle nous donne, et nous retrouvons progressivement la réalité derrière, la vie réelle, subtile, derrière ces apparences. On retrouve bien le mythe de la caverne de Platon, ça correspond bien à cette allégorie. Nous voyons des reflets, de même que les personnes dans la caverne de Platon étaient tournées vers le mur au fond de la caverne, attachées, ne pouvant pas bouger, et elles voyaient uniquement les reflets des personnes et des choses derrière elles, les reflets qui étaient émis par un feu derrière elles. On peut aussi imaginer la lumière extérieure qui crée des reflets sur le mur qu'ils voyaient, et ces personnes dans la caverne étaient uniquement en contact avec ces reflets, avec ces ombres, pas du tout avec la réalité. Ça correspond bien à notre nature de 4e règne. Platon imagine quelqu'un qui est libéré et qui est amené à l'extérieur. Dans un premier temps, il est aveuglé et il trouve cette lumière insupportable, bien sûr. C'est difficile d'accéder à la réalité. Progressivement, il s'habitue, il s'adapte et il voit toute la richesse du monde extérieur par rapport à la caverne. Et il prend goût, bien sûr, il découvre ses valeurs. Il se pourrait qu'il ait envie de revenir vers ses congénères antérieurs, leur apporter la bonne nouvelle, leur apporter cette connaissance. Et Platon dit qu'il sera probablement mal reçu, qu'il paraîtra comme dangereux,
parce que c'est très difficile de lâcher ce que l'on connaît, même si c'est peu agréable. Et nous sommes souvent dans cette situation aussi. Nous nous attachons à ce que nous connaissons. C'est confortable de rester dans le connu. L'inconnu fait souvent peur, alors que c'est une source de libération. On l'apprivoise petit à petit par notre chemin. Dans le 4e règne, donc, nous sommes dans un monde d'apparence. Nous voyons des reflets, des formes, et non pas l'essence derrière. Les autres sont des personnalités, ils ont un caractère, ils ont des compétences, ils nous sont sympathiques ou pas, ils nous sont utiles ou pas, on les connaît bien ou on les connaît pas. Nous sommes dans des relations de personnalité à personnalité. Et nous-mêmes, nous nous voyons comme une personnalité dans ce 4e règne. Nous sommes identifiés beaucoup à des formes, souvent à notre corps. Nous nous identifions à notre existence, à notre caractère, nos qualités personnelles. Nous nous identifions beaucoup à nos compétences, à nos excellences, à nos émotions, à nos sentiments, nos passions, tout ce monde émotionnel auquel nous collons beaucoup. Et puis, sur le plan plus mental, nous nous identifions à nos opinions, à nos croyances, à nos vérités. Nous y tenons beaucoup et nous les conservons souvent longtemps sans vouloir les remettre en question. On peut appeler ça des mirages. J'aime bien ce mot mirage parce qu'il correspond bien à cela. Un mirage, c'est une image déformée, mais de quelque chose qui existe réellement. Les mirages dans le désert, si on voit une oasis, il y a quelque part une oasis. L'air chaud déforme la vision et nous fait voir ça à un endroit et à une distance irréelle. C'est une image déformée, mais il y a réellement derrière une réalité. Et toutes ces apparences sont des formes de mirages, en fait. On est en contact avec des reflets, des ombres, alors que la réalité est au-delà, dans l'essence. Nous avons simplement une image déformée. La réponse va être beaucoup de développer le discernement, bien sûr, la conscience de cet être profond, de cette âme, et va être de développer aussi les sens subtils qui nous permettent de voir au-delà des apparences. Nous connaissons beaucoup les sens sur le plan physique, l'ouïe, la vue, l'odorat, etc. Mais chaque sens a aussi ses niveaux au-dessus, plus subtils. Par exemple, l'ouïe nous permet d'entendre des sons physiques à travers l'air en général, à travers l'eau éventuellement. Nous entendons les sons physiques. Mais nous entendons aussi beaucoup sur le plan émotionnel. Si quelqu'un nous dit « je vais bien », on va facilement entendre derrière que c'est pas si sûr que ça, que la réalité de cette personne ne correspond pas à ses paroles. Nous entendons à travers ce qu'il nous dit les émotions que portent ces paroles. Très souvent, nous entendons derrière. Si une femme avec qui on est nous dit « j'aime bien danser », ça peut vouloir dire qu'elle a envie de danser et que ça serait bienvenu. Important d'apprendre à entendre à travers ce que l'on dit sur le plan concret. Et au-delà, eh bien, on peut entendre encore sur des plans plus subtils, sur le plan de l'être intérieur, de l'âme. Elle ne parle pas, bien sûr, mais elle émet des vibrations et l'on peut entendre, télécharger, percevoir ces vibrations et les laisser s'impressionner, s'enregistrer en nous. C'est beaucoup ce que l'on fait en méditation que l'on pourra pratiquer juste après cette conférence. Cette perception des vibrations intérieures, profondes, nous permet de sentir la réalité derrière les apparences, sous les apparences. Nous permet de sentir la nature même des choses, leur fondement même.
Cela est vrai aussi pour les événements. Les événements, fondamentalement, sont des énergies. Qu'est-ce qu'il y a derrière les fêtes? Quelle énergie est en jeu? Quelle étape d'involution ou d'évolution connaissent les personnes qui agissent ou les pays qui agissent, qui interviennent? Chacun est à une étape d'involution puis d'évolution. Il est important de sentir à quelle étape peut être chacun. Ça permet de beaucoup plus comprendre. Et dans les événements, on peut voir aussi quels rayons sont en œuvre. Quand on commence à les connaître un petit peu, ça permet de comprendre beaucoup plus profondément. Chaque pays a ses rayons. Par exemple, la France, au niveau de son être profond, est de rayon 5, au niveau de sa personnalité de rayon 3, de rayons bien mentaux, et ça nous correspond bien. C'est en France que Descartes a pu dire « je pense donc je suis », ça nous correspond bien. Aussi, on a entendu il y a quelques décennies le slogan « on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ». Exact. On a effectivement cette force mentale qui permet de pallier certains manques. On peut comprendre mieux comme ça les apparentes avancées et régressions qu'il y a dans les événements. Les répétitions qui sont nécessaires, ce sont plutôt des cycles avec des périodes d'intégration utiles que l'on peut ressentir à l'extérieur comme une avancée, puis une stagnation, voire une régression. Non, ça avance, mais ça avance en plusieurs étapes, en plusieurs cycles. Par exemple, les printemps arabes qu'on a pu connaître, il y a eu après beaucoup une reprise en main islamique, et ça suivra son cours tôt ou tard et ça ira un peu plus loin. Ça fait partie de l'apprentissage, d'avancer d'un pied sur l'autre, d'avancer par étapes et de croître progressivement en conscience. La conscience ne peut que croître, contrairement aux formes, aux faits. Quand on a pris conscience de quelque chose, on le garde. Ça peut être recouvert de voile, mais fondamentalement on le garde. La conscience ne peut qu'avancer, c'est sa nature même. On connaît de nombreux cycles dans l'histoire. La République, après 1789, est repassée par la Restauration, par Napoléon, mais elle a fini par bien s'installer. La création de l'Europe connaît des difficultés, mais elle avance et c'est souvent, comme disait Jean Monnet à sa création, l'Europe se fera dans les crises et elle sera la somme des solutions apportées à ces crises. Voilà, c'est beaucoup comme ça que l'on avance. C'est notre rôle d'humain de révéler la réalité sous les apparences, l'essence derrière les formes, de révéler sa lumière, qui est clarté, qui est compréhension de ce qui est à l'œuvre, sa lumière reliée au troisième rayon d'intelligence créatrice, son amour, qui est fondamentalement unité détaillée, diversifiée, l'unité à travers toute cette multiplicité, toutes ces formes. C'est cet amour de l'essence bien relié au deuxième rayon, d'amour sagesse, et aussi de révéler sa volonté, qui donne sens, qui donne but, qui manifeste le plan d'ensemble que nous avons à écrire à notre échelle et à réaliser tous ensemble, de révéler cette volonté bien reliée au rayon 1 de volonté puissance. C'est notre rôle d'humain de révéler ces qualités de l'essence que nous sommes tous fondamentalement. Ce thème de révéler la lumière, l'amour sous les apparences correspond bien au signe du Taureau. La phrase clé que donne Alice Bellet pour le signe du Taureau, c'est « Je vois et quand l'œil est ouvert, tout est illuminé ». C'est l'âme qui parle, un être profond qui parle, qui voit clair, bien sûr,
avec sa qualité de lumière et d'intelligence rayon 3 en particulier, elle n'est pas du tout dans les mirages, elle voit tout à fait clair, tout à fait la réalité sur son plan, dans sa nature même. Elle connaît chacun, elle comprend de l'intérieur, et en tant qu'âme, en nous reliant de plus en plus à cette essence profonde en nous, nous pouvons comprendre les autres, nous pouvons comprendre les événements, et nous pouvons les voir dans leur essence de lumière et d'amour. L'œil unique de l'âme est relié à la glande pinéale, au centre coronal, au sommet de la tête. C'est dans ce centre que nous nous plaçons dans la méditation. Cet œil est souvent occulté par les voiles que nous avons, nos émotions, nos pensées. Et donc, il y a ouvrir cet œil, à le retrouver, qui nous permet d'avoir la vision claire et de voir tout comme illuminé, ou dans sa nature de lumière et d'amour. D'ailleurs, dans la constellation du Taureau, l'étoile fixe d'Aldébaran est appelée l'œil du Taureau. On correspond bien à ce symbolisme. On le retrouve aussi dans le travail d'Hercule, capture du Taureau de Crète. Le Taureau représente le désir, et tant que Hercule désire l'attraper, il ne peut pas, il n'en a pas la possibilité. Il faut qu'il se détache, il faut qu'il lâche prise de tous ses désirs, et là il finit par percevoir la lumière à la source du Taureau, une lumière qui le voit sur son front, et là il ressent l'unité qui existe fondamentalement avec cet être, et il peut s'en approcher, il peut le monter, et ensemble ils vont traverser le bras de mer, de la crête jusqu'au continent. Une île correspond à la vision séparatrice qu'a la personnalité. Le continent représente cette vision unitaire de notre être profond. Hercule, montant sur le Taureau, va pouvoir traverser ce bras de mer et revenir de la crête jusqu'au continent. Il amène ensuite le Taureau dans un temple sacré. Le Taureau qui représente le désir, une force motrice inspirée par l'être profond qui nous fait avancer dans la vie, qui nous fait évoluer, qui nous fait descendre dans la matière, déjà dans un premier temps dans l'involution, puis qui nous fait croître, retrouver l'essence, remonter dans l'évolution, à mesure que la personnalité s'ouvre à l'âme, s'aligne, se reconnaît comme sa création, à son service, qu'elle s'unit à elle. Nous voyons au-delà de la matière l'essence à sa source, à la source des formes, des événements, la lumière qui illumine toute chose, tout être, toute forme de vie. Et pour cela, l'outil fondamental est souvent la méditation. C'est par là que l'on retrouve cette vision essentielle. C'est ce que nous pouvons pratiquer maintenant pour intégrer tout ce que nous avons échangé et puis pour accéder de plus en plus à cette vision illuminée de nous-mêmes, des autres, des événements, de retrouver l'essence et la beauté de la vie à travers les formes. Donc je vous propose un temps de méditation pour intégrer tout cela et pour l'expérimenter. Nous commençons par nous stabiliser, nous installer confortablement, le dos droit, et progressivement nous nous apaisons. Nous apaisons notre corps physique. Le laissons s'immobiliser. Nous fermons les yeux, de préférence pour limiter les sensations extérieures.
Nous apaisons aussi nos émotions. Nous les laissons se calmer, se décanter. Et nous apaisons aussi notre esprit. Nous le concentrons progressivement au niveau du front, entre les sourcils. Comme si nous inspirions et expirions par le front. Nous nous rendons disponibles et offerts à cette méditation. Au niveau du centre frontal qui correspond à notre personnalité, nous voyons les autres en tant que personnalité. En tant que corps, en tant que caractère. Nous sommes dans des relations de personnalité à personnalité. Ils nous sont sympathiques ou non, ils nous attirent ou non. Et puis, nous élevons notre conscience maintenant vers le centre coronal, un peu au-dessus de la tête. Et nous imaginons à ce niveau-là une grande lumière. C'est le centre de notre être profond, de notre âme. Nous nous donnons à cette lumière nous nous fondons en elle de plus en plus, comme un sucre se fond dans l'eau. Et plus nous sentons cette lumière au sommet de nous-mêmes, plus nous pouvons voir la même lumière
au-dessus des autres. Cette lumière nous relie aux autres. Nous pouvons voir de plus en plus la lumière à la source des autres. Nous sommes de plus en plus dans des relations d'âme à âme, de lumière à lumière. Nous sommes unis dans une lumière commune. Une grande lumière qui nous réunit. Et nous laissons diffuser maintenant tout ce qui a pu être contacté dans cette conférence, dans cette méditation, à travers nous, autour de nous. Nous laissons diffuser tout ce que nous avons pu recevoir, consciemment ou non, à travers nous, dans le monde, autour de nous, sans le diriger. Nous prenons un moment maintenant pour intégrer ce que nous avons ressenti, perçu dans cette conférence, dans cette méditation. Qu'est-ce qui retient votre attention? Qu'est-ce qui vous paraît marquant? Qu'est-ce qui vous paraît intéressant de cultiver, d'approfondir peut-être?
en renouvelant cette méditation éventuellement. Et nous pourrons revenir au niveau du front, reprendre contact avec notre corps, sa respiration, ses sensations, ses appuis. Le lieu où il se trouve. Quand nous serons prêts, nous pourrons ouvrir les yeux. Reprendre contact avec la réalité autour de nous. J'espère que ça s'est bien déroulé. Vous pouvez approfondir, aller plus loin en répétant cette méditation. Nous ressentons de plus en plus avec la pratique. Je vous remercie de votre écoute, en tout cas. À une autre fois, si vous le voulez bien.